Bienvenue à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire d'aujourd'hui qui traitera des obstacles à l'accès aux soins pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. Alors, je vois que beaucoup de personnes nous rejoignent aujourd'hui. C'est un véritable plaisir et merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je suis Dawn Rotellini, je suis la présidente, disons, de la séance d'aujourd'hui. J'ai un enfant hémophile. Je suis également présidente du comité des femmes et des filles atteintes de troubles de la coagulation. Et puis, je suis le PDG de la National Hemophilia Foundation avec laquelle je suis impliquée depuis 12 ans. Je travaille également comme membre du conseil d'administration de la Fédération mondiale de l'hémophilie et de la Fédération mondiale de l'hémophilie pour les USA. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Pourquoi ce webinaire d'aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, vous savez que de nombreuses idées reçues, idées fausses et préconcepts et sexisme et tabous, etc., entourent la question des femmes et des filles atteintes de troubles de la coagulation qui a pour conséquence d'affecter considérablement le diagnostic et la qualité de l'accès aux soins. Pour améliorer cela, pour améliorer la situation des femmes et des filles atteintes de troubles de la coagulation, il convient d'accorder une attention particulière à ce groupe de personnes. Et c'est la raison pour laquelle cela est devenu une stratégie prioritaire pour la FMH. Nous travaillons actuellement à améliorer l'accès aux soins et aux traitements pour ce groupe de personnes. Alors, quelques informations techniques avant de débuter. Sachez que nous avons une interprétation simultanée. J'en profite pour remercier nos interprètes présents aujourd'hui. Alors, pour sélectionner le canal de votre choix, cliquez tout d'abord sur l'icône en forme de globe. En bas à droite de votre écran, vous pouvez ensuite choisir la langue de votre choix et puis n'oubliez pas de cliquer sur Mute Original Audio qui consiste à mettre sous silence l'audio original pour ne pas entendre les deux en même temps. Alors, si vous nous rejoignez depuis un téléphone mobile, il se peut que vous voyez apparaître 3 petits points en bas de votre écran. Donc, appuyez tout d'abord sur ces 3 petits points, puis sélectionnez interprétation, puis la langue de votre choix. Et de la même manière, placez en sourdine l'audio original. Par ailleurs, pour poser vos questions, veuillez sélectionner la rubrique Q&A, questions-réponses, au bas de votre écran. Et vous pouvez poser votre question dans la langue de votre choix. Nous veillerons à la faire traduire par nos interprètes. Nous la ferons lire par les panélistes et traduire donc par les interprètes. Alors, voilà notre programme d'aujourd'hui. Nous avons tout d'abord un formidable témoignage sur un diagnostic tardif de Yannick Collet de France. Ensuite, nous écouterons Michel Lavigne qui nous donnera plus d'informations justement sur le manque de données, les diagnostics tardifs et le sexisme dans les troubles de la coagulation. Enfin, nous aurons un nouveau témoignage sur la maladie de Willebrand, puis nous aborderons les tabous dans les questions transculturelles avec Roshni Kulkarni des USA et puis Émilie Ayoub nous parlera plus précisément du registre des troubles de la coagulation et comment on peut aider depuis cette perspective des collectes des données. Et enfin, Elisabeth Poumpour de Lettonie nous parlera de l'importance du rôle des différents professionnels, notamment les obstétriciens, gynécologues, les infirmières et les sages-femmes, l'importance de leur rôle dans la bonne prise en charge des femmes et des filles atteintes de troubles de la coagulation. Alors, une rapide présentation de nos orateurs d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas prendre trop de temps parce qu'on a tellement de choses à voir aujourd'hui, mais je voudrais quand même
présenter rapidement Émilie. Émilie Ayoub, elle est titulaire d'un doctorat en biochimie de l'Université McGill. Elle est responsable des données de la recherche à la Fédération mondiale de l'hémophilie. Elle gère le registre mondial des troubles de la coagulation et les programmes initiatives CONNEX. Elle a passé 9 ans dans le milieu universitaire en tant que chercheuse sur le cancer et agente de développement universitaire. Elle a élaboré des programmes novateurs aux côtés de patients partenaires. Elle a mené des études nationales d'évaluation des besoins et elle a défendu les intérêts des patients atteints de cancer incurable. Dr Roshni Kulkarni, elle est professeure émérite de pédiatrie et de développement humain. Elle est directrice émérite également du Michigan State University Center for Bleeding and Clotting Disorders. Elle est agréée en pédiatrie et en hématologie, oncologie pédiatrique. Elle est également membre fondatrice de la Fondation pour les femmes et les filles atteintes de troubles sanguins. Elle est membre de plusieurs sociétés et comités professionnels, dont le comité des femmes et des filles atteintes de troubles de la coagulation, de la FMH. Michelle Lavigne, Dr Michelle Lavigne, elle est hématologue, consultante au National Coagulation Center du St. James Hospital. Elle est chercheuse au Centre irlandais également de biologie vasculaire à Dublin. Et ses recherches portent sur l'amélioration du diagnostic et des soins pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation et sur la compréhension de la physiopathologie de ces troubles. Elle est présidente du comité de la FMH sur la maladie de Van Willebrand. Elle est également coprésidente du comité de l'Association européenne de l'hémophilie, des troubles connexes sur la maladie de Willebrand. Elle a publié plus de 50 articles dans ces domaines. Docteur Elisabeth Pumbour, elle est gynécologue, obstétricienne. Elle est également chargée de cours à l'université Stradins de Riga, en Lettonie. Donc, en tant que stagiaire, elle a participé activement à l'Association européenne et mondiale des stagiaires en obstétrique et en gynécologie. Elle est très enthousiaste à l'idée d'améliorer la qualité des soins prodigués aux femmes et de les informer sur leur santé. Et en prêtant attention aux saignements anormaux des femmes et en les adressant à un hématologue, Elisabeth a contribué à identifier de nombreux cas de troubles de la coagulation. Anne-Louise Cruikshank, elle est infirmière et sage-femme. Merci Anne-Louise d'être aujourd'hui ici avec nous. Depuis 21 ans, Anne-Louise travaille à l'Université du Cap, basée à l'hôpital Groot Schuur. Anne-Louise coordonne les soins complets pour les patients atteints d'hémophilie dans la province du Cap occidental, y compris la mise en œuvre et la coordination du programme national de sensibilisation. Donc voilà, un aperçu bref de nos oratrices d'aujourd'hui. Donc, je voudrais commencer par ce témoignage tout d'abord de Yannick Collet. Bonjour, je suis Yannick Collet, j'ai 59 ans et je vis dans le sud de la France. Je vis avec mon hémophilie A. Ma situation en tant que femme atteinte de troubles de la coagulation n'a pas été reconnue pendant très longtemps. J'ai pourtant eu de nombreux épisodes après des extractions dentaires et après des opérations. Et surtout, j'ai connu des troubles, des saignements très abondants, des saignements menstruels. Et à chaque fois, on me disait non, ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas saigner autant. Et alors, ces symptômes ont été réduits une fois que j'ai commencé une contraception et j'ai été tranquille pendant plusieurs années. Mais lorsque j'ai souhaité interrompre mon traitement hormonal parce que j'ai décidé d'avoir une ligature des trompes, mes problèmes sont revenus et mes problèmes se sont aggravés. Je suis allée voir un gynécologue et il a décidé de faire une hystérectomie. Alors, avant cette chirurgie, j'ai décidé de faire plusieurs analyses. Je me suis rendue dans un HTC et j'ai rencontré un hématologue. Et à 46 ans, enfin, j'ai reçu le diagnostic. Je suis porteuse de l'hémophilie A et en tant que telle, j'ai un faible niveau de facteur A. Je n'ai que 30% de facteur A, ce qui explique pourquoi j'ai tellement de troubles du saignement depuis de nombreuses années. J'ai maintenant un traitement en cas d'accident, en cas de chirurgie également.
Et j'ai surtout une explication pour mes saignements qui étaient jusqu'à présent inexpliqués. Alors, est-ce que l'hystérectomie était la seule solution? Je n'en suis pas sûre. Pourquoi ne m'a-t-on pas proposé de traitement auparavant? Parce que j'ai maintenant de nombreux problèmes qui découlent de cette chirurgie que j'ai eue. Et si j'avais été diagnostiquée beaucoup plus tôt, la situation aurait été beaucoup plus facile pour moi. C'est la raison pour laquelle je lutte maintenant pour donner un meilleur accès aux soins et aux diagnostics pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. Parce que véritablement, je ne souhaite à personne de vivre ces années d'errance qui ont été les miennes avant d'obtenir un diagnostic. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir partagé avec nous votre histoire. C'est très, très important d'apprendre les uns les autres, d'apprendre de ces expériences pour améliorer le diagnostic et les traitements. Nous accueillons maintenant la docteure Michelle Lavigne qui va nous parler plus précisément justement du manque de données, du diagnostic tardif et des problèmes de sexisme liés aux troubles de la coagulation. Donc, merci beaucoup, Michelle, d'être ici avec nous. Nous vous écoutons. Merci pour cette opportunité de présenter un sujet qui me semble central et qui concerne le manque de données, les diagnostics tardifs et le sexisme qui entourent les troubles de la coagulation. Alors, voilà mes conflits d'intérêts. Je tiens également à mentionner le fait que je vais parler des femmes et des filles atteintes de troubles de la coagulation, mais je tiens à préciser que ce ne sont pas les seuls affectés. Nous devrions également parler des femmes trans, de toutes celles et ceux qui ont encore la possibilité d'avoir des menstruations, mais elles ne sont pas incluses, ces personnes, dans notre conversation d'aujourd'hui. Bien, donc concernant les diagnostics tardifs. Concernant les femmes qui sont porteuses de l'hémophilie, celles qui sont atteintes d'hémophilie modérée ont un diagnostic qui en général est retardé de 39 mois et celles qui ont une hémophilie sévère ont un diagnostic retardé de 6,5 mois. Et cela ne concerne pas seulement l'hémophilie, cela concerne tous les autres troubles de la coagulation. Par exemple, à l'âge de 10 ans, 76% des hommes sont diagnostiqués alors que seulement 50% des femmes avec la maladie de Van Willebrand sont diagnostiquées. D'une façon générale, en moyenne, les femmes atteintes de la maladie de Willebrand sont diagnostiquées 16 ans plus tard, 16 ans après le démarrage des symptômes. Alors, pourquoi ces délais dans le diagnostic? Eh bien, il y a plusieurs explications à cela. Il y a un article intéressant qui a été publié récemment soulignait la raison principale, semble-t-il, à savoir le sexisme qui revêt différents aspects. Non seulement le symptôme principal des femmes porteuses, des femmes atteintes d'hémophilie, ce sont les menstruations abondantes et les menstruations sont stigmatisées, mais surtout, les patients et les professionnels de santé ne sont pas vraiment conscients de ce qui constitue une menstruation normale. Et donc, c'est la raison pour laquelle le diagnostic est souvent tardif parce que parfois les patientes elles-mêmes demandent des conseils ou demandent des informations à leurs proches qui sont elles-mêmes atteintes de saignements très abondants et donc elles considèrent que cela est normal. Et puis, dès lors que ce diagnostic de menstruation trop abondante n'est pas posé, bien entendu, cela freine la réalisation de tests supplémentaires qui pourraient mener à la détection de cette maladie.
Par ailleurs, et cela est lié également au phénomène précédent, la plupart des ressources au sein des centres de traitement sont consacrées aux hommes et aux maladies associées à l'hémophilie chez les hommes. Donc, il y a tout d'abord, comme je le disais, une non-reconnaissance de saignements anormaux, aussi bien par les patientes elles-mêmes que par les professionnels de santé. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de... Ces femmes ne sont pas redirigées vers des professionnels compétents. Et cela a ensuite pour conséquence de retarder donc les tests complémentaires et retarder par conséquent, bien sûr, le diagnostic. Alors, si l'on considère le rôle traditionnel des centres de traitement de l'hémophilie, si les centres de traitement, s'ils sont concentrés sur la fourniture de soins aux personnes atteintes d'hémophilie, en réalité, elles sont avant tout concentrées sur les hommes et sur les questions de santé liées aux hommes. Et il faut, par conséquent, effectuer véritablement une transition pour pouvoir, de façon équitable, offrir des soins à toutes les personnes atteintes de troubles de la coagulation, femmes et hommes. Donc, si vous êtes une femme atteinte d'hémophilie, porteuse d'hémophilie, que se passe-t-il? Eh bien, voici un très bon exemple. Lorsque l'on pense à la prise en charge des femmes atteintes d'hémophilie, on pense avant tout à la gestion de la grossesse et de tout ce qui entoure la grossesse. Donc, on se concentre à ce niveau sur la détermination des niveaux de facteurs de la femme. On fait un test génétique pour établir si cette femme est porteuse ou non. Et si, bien sûr, on cherche à définir le sexe de l'enfant. Bien sûr, si c'est un garçon, on définit le plus rapidement possible ses niveaux de facteurs à partir du sang du cordon et on engage un suivi à long terme. Mais si c'est une femme, si c'est une fille, c'est là que le problème intervient. On ne prend pas aussi bien en compte et on ne commence pas un suivi à long terme des filles. Et c'est là qu'intervient la privation de soi, en quelque sorte, pour toute une partie de la population, parce que si les niveaux de facteurs de cette fille sont anormaux, cette fille, toute sa vie, va connaître des symptômes et il n'y a pas de suivi qui est mis en place. Par exemple, lorsqu'elle aura ses premières menstruations pour savoir si ses saignements sont anormaux ou pas. Donc, je crois qu'il convient de se poser pour les questions suivantes pour avoir une approche plus inclusive pour les femmes. À savoir, est-ce que l'on effectue de façon comme en routine un historique des saignements pour savoir si cette femme a des saignements à un niveau normal? Est-ce que l'on donne des conseils concernant les risques d'hémorragie postpartum? Est-ce que l'on donne des conseils concernant les saignements vaginaux et les signes secondaires, enfin, les signes d'hémorragie postpartum secondaire? Il faut se poser toutes ces questions pour une véritable prise en charge efficace des femmes et des filles. Et les femmes, d'une façon générale, sont confrontées à de nombreux problèmes, notamment du fait de la non-préparation du personnel soignant des centres de traitement. Par exemple, lorsque
j'ai demandé à ce personnel de centre des traitements pour faire un test comment prendre en charge des hommes. Et on m'a répondu tout de suite, oui, on a des facteurs de remplacement, ils sont à cet endroit. Et lorsque j'ai demandé, est-ce que vous avez des protections sanitaires pour les femmes, et les personnes ne le savaient pas, ce qui montre bien que le premier soin apporté aux femmes qui souffrent de saignements abondants n'est pas pris en charge et est souvent même complètement inconnu. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les essais cliniques qui sont menés sur 60 essais cliniques recrutés seulement, qui recrutent des patients, seulement 20 incluaient des femmes. Malgré le fait que les femmes sont affectées par cette maladie. Donc, il faut avoir des changements tout au début au niveau des soins médicaux, non seulement au niveau de la recherche. Donc, on doit savoir que les femmes qui sont porteuses sont affectées et il faut aller à l'encontre de l'idée que les femmes ne saignent pas. Il y a d'autres centres, il doit y avoir d'autres centres de traitement. Donc, nous devons encourager le changement médical, mais aussi le changement sociétal ou social pour avoir une acceptation plus élargie pour parler des saignements abondants, surtout les règles abondantes. Donc, pour s'engager avec de jeunes gens, il faut prendre quelques initiatives, par exemple knowyourflow.ie pour savoir ce que c'est dans le trouble de la coagulation. Et il faut transmettre des messages simples pour ouvrir la conversation sur les règles abondantes et sur les saignements abondants en général. Mais qu'est-ce qui se passe avec les femmes et les filles actuelles? Quels sont les impacts de ces barrières sur leur vie? J'ai eu le plaisir de travailler avec le ANC sur cette enquête pour les femmes qui vivent avec le trouble de la coagulation et nous nous sommes focalisés sur les impacts physiques et émotionnels des troubles de la coagulation. Nous avons retrouvé qu'il y a plusieurs symptômes généraux des saignements expérimentés par les femmes, par exemple des saignements au niveau du nez, par exemple du part des femmes affectées par l'hémophilie et les maladies de Willebrand, mais aussi il y a des saignements musculaires aussi. Par exemple, nous avons 3% des porteuses qui ont un niveau normal et des porteuses avec moins de 40% et 13% avec les femmes avec la maladie de Willebrand. Lorsque l'on pense des saignements articulaires, par exemple, on pense que ce sont des symptômes qui se passent chez les hommes, mais il y a des femmes qui souffrent de ces troubles aussi, des symptômes aussi. Il faut comprendre l'impact sur la vie physique et reproductive aussi. Ces questionnaires posent des questions sur l'impact sur la vie physique. La partie inférieure fait référence à l'impact inférieur et la partie supérieure fait référence à l'impact le plus lourd. Donc, plus de 40% de porteuses décrivent un impact sur leur vie physique et 40% des porteuses ou des femmes qui souffrent de la maladie de Willebrand rapportent un impact signifiant. Une chose qui a été assez choquante et a été l'impact sur la vie reproductive. Donc, cela a altéré leur prise de décision par rapport à avoir davantage d'enfants et même de prendre la décision d'avoir d'enfants. 60% des femmes ont coché le numéro 5 dans cette échelle. Donc, il y a un impact assez important sur les choix reproductifs. Cela peut être influencé par d'autres expériences de saignement et aussi la préoccupation de transmettre la maladie aux enfants.
Cela montre l'importance d'avoir une approche d'une équipe multidisciplinaire, y compris le soutien psychologique pour que les femmes puissent affronter ces challenges avec davantage d'informations et pour mener une vie plus positive. Comment est-ce que l'on peut améliorer les soins pour les femmes et les filles avec des troubles de la coagulation? Voilà le message clé. Pas de registre, pas de reconnaissance. Donc, partout dans le monde, les systèmes de santé ont une déficience de ressources et ils doivent obtenir des ressources qui sont consacrées à d'autres troubles. Il y a des problèmes en matière de données. Si on n'enregistre pas des femmes et des filles avec des troubles de la coagulation, ces femmes et ces filles deviendront invisibles pour le système de santé. Et c'est à niveau international qu'il faut remédier cette situation. Il faut se focaliser, il faut souligner l'importance de tout cela. Mais si on n'enregistre pas, si on ne fait pas enregistrer au niveau national et international, personne ne pourra voir l'échelle de ces problèmes-là. Et pourquoi est-ce qu'on ne registre pas les femmes et les filles avec des troubles de la coagulation si on considère les données fournies par la FMH, qui sont les données les plus importantes au niveau international, on voit que 3% des femmes atteintes par hémophilie sont des femmes. Et c'est vrai, mais pour ces personnes qui vivent avec l'hémophilie, surtout les hommes, ils ont une mère, des sœurs probablement, et ces femmes seront des porteuses de l'hémophilie. Où est-ce que l'on peut trouver ces femmes? Elles ne sont pas représentées, elles ne sont pas visibles. Et cela est équivalent au manque de fonds et de ressources parce que c'est une maladie que personne ne voit. Il faut donc avoir des objectifs ambitieux. Nous devons standardiser la prise en charge et avec cela, on a l'Association européenne d'hémophilie et des troubles connexes et le consortium européen sur la maladie ont travaillé sur des principes de soins pour les femmes et les filles avec des troubles de régulation pour établir des standards très hauts. Et pour dire au centre ce qu'on attend d'eux. Et on parle non seulement de l'hémophilie, mais aussi d'autres troubles de la coagulation. C'est comme cela toujours. On ne peut pas avancer on ne peut pas avancer sans recherche. Donc, le format de la recherche a toujours été conçu avec une perspective masculine. Donc, il faut avoir des résultats féminines qui peuvent être appliqués aux différents essais pour savoir comment on peut concevoir le traitement, s'il y a des différences entre les différents troubles de la coagulation pour prendre des mesures pertinentes. Comment est-ce que l'on peut améliorer la prise en charge? Est-ce qu'il faut s'éloigner de la trajectoire des soins par le passé qui a été orientée surtout vers les hommes? Est-ce que l'on doit évaluer les femmes, comprendre les saignements, enregistrer les antécédents médicaux et comment est-ce que l'on peut prendre charge de ces patientes dans nos centres? Il faut reconnaître qu'il ne s'agit pas que des soins lors de la grossesse. Il y a des individus qui ont éprouvé des saignements. Donc, il faut avoir une grossesse saine, mais aussi partout dans la vie, tout au long de la vie. Il faut avoir un système médical disponible depuis l'âge euh, la plus précoce pour que les femmes puissent obtenir un appui approprié tout au long de leur vie, même dans leur jeunesse, dans leur enfance. Là, les registres sont extrêmement importants. Il faut enregistrer les femmes et les filles avec des troubles de coagulation pour bien apprécier l'échelle de ce problème au niveau local, au niveau national et pour consacrer la ressource et les fonds de manière adéquate. Et finalement, il faut travailler sur la recherche. Il faut avoir une recherche conçue avec une perspective des patientes féminines. Il faut standardiser les résultats, il faut adresser toutes ces questions. Donc, merci. Merci beaucoup, docteur Levine. Donc, c'est les 4
R, réévaluer, reconnaître, registre et recherche. C'était une présentation formidable, j'ai beaucoup appris. Maintenant, nous allons entendre Fawzia Parvin et c'est le deuxième témoignage d'aujourd'hui. C'est son témoignage. Fawzia est du Pakistan et elle va partager son histoire avec nous. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix soit sur vous. Je m'appelle Fawzia Parvin, j'ai 43 ans, je vis avec une maladie des Wilbrand sévère de type 3. J'étais diagnostiquée à l'âge de 2 mois après la mort de mon frère de cette maladie et j'ai dû faire face à de nombreux obstacles dès mon plus jeune âge, comme ne pas pouvoir aller à l'école, mais pendant mes menstruations, cependant, je n'ai jamais abandonné mes études et j'ai obtenu avec succès une maîtrise en éducation à un jeune âge. J'étais admise à l'hôpital pendant des semaines. Mes saignements ont été traités avec du sang ou du plasma car il n'y avait pas de facteur disponible à ce moment-là. Un jour, j'ai vu à la télévision une émission sur la Société des bien-être des patients hémophiles de Rawalpindi et je me suis fait inscrire là-bas. Les femmes atteintes de troubles de la coagulation au Pakistan sont confrontées à des problèmes majeurs avec les mariages car il n'est pas accepté par la société. Mais grâce à la prise de conscience des médecins de l'association, j'ai appris que le mariage était une possibilité pour moi. J'ai commencé à y réfléchir. Ma famille n'était pas d'accord lors de la divulgation de ma maladie, lors de demandes de mariage. Les prétendants ont toujours refusé et m'ont évité. C'était très, très déprimant pour moi. Les femmes comme moi vivant au Pakistan sont également confrontées à de nombreux problèmes financiers et dépenses de la vie quotidienne. Je n'ai même pas le droit de sortir seule de chez moi, donc si je dois aller à l'hôpital, je dois attendre mes parents ou mon frère. C'est aussi un problème majeur auquel je suis confrontée tout le temps. Je collecte autant que possible des fonds pour l'Hemophilia Patients Welfare Society Rawalpindi, la société de patients hémophiles à Rawalpindi. Et je fais de mon mieux pour contribuer à aider d'autres patients. Je je fais aussi des programmes de sensibilisation pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation au Pakistan et j'essaie de leur donner confiance et motivation pour vivre une vie heureuse. Merci. Merci beaucoup, Fawzia, d'avoir partagé comment l'impact de vivre avec un trouble de la coagulation au Pakistan vous a affecté. Vous êtes une inspiration pour nous toutes et pour nous tous. Et lorsque l'on parle de l'inspiration, c'est un plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue à la docteure Roshni Kulkarni. Elle travaille dans le comité de femmes et des filles avec des troubles de la coagulation. Vous avez la parole. Merci à toutes et à tous d'être ici. C'est un plaisir pour moi de présenter, de faire cette présentation. Cette présentation n'est pas une présentation très typique. On va parler des barrières surtout. Quelles sont quelques barrières les plus importantes? Une des barrières est la culture et il y a tout type de tabous qui existent. Donc, lorsque l'on veut enregistrer une patiente dans la FMH, par exemple, la culture, les barrières, les tabous sont une des barrières les plus importantes auxquelles il faut faire face. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en matière de ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que l'on veut dire lorsque l'on parle d'un tabou? Qu'est-ce que l'on veut dire lorsque l'on parle des problèmes culturels, transculturels, la compétence culturelle et la sensibilisation culturelle? Et comment est-ce que l'on parle des femmes qui ont ces règles, la grossesse, l'accouchement et aussi la modification corporelle? Et si il faut y penser, si on y réfléchir, si on a un trouble de la coagulation. Donc, il faut parler sur comment on peut surmonter les barrières, des tabous, du langage à travers les campagnes de sensibilisation, les technologies numériques et les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un tabou? Un tabou, c'est une habitude sociale ou religieuse qui bannit, qui prohibit la discussion d'une pratique particulière. Cela vient du mot polynésien tapu
ou TAFO qui s'associe avec le fait d'éviter quelques lieux, par exemple des objets, des gens. Donc, les types de tabous les plus communs sont les tabous culturels, religieux ou alimentaires. Pour vous donner un exemple, dans plusieurs cultures, on considère que ce n'est pas adéquat de parler des règles autour d'une table, par exemple, ou de discuter du sexe ou bien le sexe avant le mariage ou le genre, l'orientation sexuelle. Lorsque l'on parle, par exemple, des transgenres, des gens transgenres, c'est un tabou. Un autre type de tabou, c'est le tabou religieux, des choses qui sont bannies par la religion, les restrictions menstruelles, par exemple, les tabous alimentaires. Il faut manger quelque chose, il ne faut pas manger, on ne doit pas manger du porc, par exemple. Il ne faut pas manger pendant quelques jours religieux. Donc, il y a il y a tout un tabou au moment de sensibiliser, d'accompagner les femmes, de les aider. La culture de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que la culture? La culture, c'est tout le mode de vie, y compris les arts, les croyances, une population, et la culture est transmise de génération en génération. Le problème, maintenant, ce n'est pas un problème, mais en fait, le monde est en train de se transformer dans un lieu très mélangé, dans un creuset. Donc, et il y a plusieurs cultures maintenant à cause de l'immigration. Donc, je dois connaître ma propre culture en tant que médecin dans un autre pays. Mais il y a des gens qui sont nés dans un autre pays et qui migrent à d'autres pays. Donc, il y a un mix de cultures. Il faut être sensible, conscient des différences culturelles et les professionnels de la santé, les soignants doivent être familiarisés avec les différentes cultures. Il faut avoir une compétence culturelle. Donc, il faut bien comprendre, bien apprécier tout cela et il faut interagir, être capable d'interagir avec des gens d'autres qui appartiennent à d'autres cultures. Par exemple, en Inde, il y a différentes manières de dire oui, les gens fassent comme ça. Et d'autres personnes sont confondues. Est-ce que cela veut dire oui ou bien c'est hochement de la tête? Donc, il y a différentes manières de communiquer l'information. L'objectif, c'est de fournir des thérapies qui soient sensibles au niveau culturel et qui sont appropriées au niveau médical. Parlons des règles, les mythes, la culture autour des règles. L'origine, le mot menses règle dérive du mot moi, c'est un mot grec, et men qui veut dire lune. Les règles en général sont considérées comme synchronisées avec la lune, le rythme cosmique. Et il y a une croyance que l'univers peut tomber dans les chaos où les femmes sont tellement puissantes, n'est-ce pas? Donc, à travers les règles, c'est les femmes qui peuvent contrôler l'univers. Il faut y réfléchir, n'est-ce pas? Donc, dans plusieurs cultures, on considère que les règles peuvent guérir les malades, qu'ils ont le pouvoir de détruire les ennemis, que l'on peut, par exemple, chasser la grêle ou les éclairs. Et une autre question, c'est que les femmes qui ont des règles sont dangereuses pour le pouvoir des mâles, pour le pouvoir des hommes. Voilà pourquoi il y a tant de tabous autour des règles. Plusieurs personnes considèrent que la menstruation, c'est un don de Dieu, une punition. Est-ce que la menstruation, c'est sacré, magique, puissante, la crainte des sangs? Et vous avez écouté le mot hystérie, l'hystérectomie. Hystérie, ça veut dire la conduite erratique due aux règles et l'accumulation du sang autour du cœur et un utérus errant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si l'on pense d'un utérus errant, donc c'est un peu bizarre. Mais plusieurs personnes considèrent que les femmes qui ont de la menstruation peuvent contaminer de lieux sacrés. Donc, il y a des problèmes culturels, la mythologie, la religion, les politiques. Il y a eu une décision de la Cour suprême qui s'est focalisée sur les utérus, sur les femmes. Écoute, c'est ridicule. Donc, comment est-ce que l'on appelle la règle? Si l'on pense au propre pays,
quels sont les tabous? Par exemple, en Australie, on l'appelle la semaine de requin. Par exemple, donc, si on se met dans l'océan, lorsque l'on a des règles, on sera poursuivi par les requins. C'est ridicule. Par exemple, en Chine, on dit la grande-tante nous rend visite. Lorsque l'on parle avec les filles, il faut parler dans leur langue. Si on parle de la menstruation, si on parle des règles, elles ne comprendront pas. Par exemple, en Allemagne, on parle j'ai mes jours, par exemple, où on dit on a les 3 jours. Il faut savoir les mots, les phrases qui sont utilisées dans la culture. La menstruation affecte tous les aspects de la vie d'une fille. Cette diapo appartient à un pays africain. La menstruation peut affecter l'éducation par exemple, on a écouté à une personne parler des journées d'école ratées et même, mais quand même, elle a obtenu un degré et c'est admirable, mais il y a des filles qui sont mal payées. Il y a des filles qui sont dans des jobs qui sont mal payés. Par exemple, on a vu une vidéo à la télé qui montre que dans quelques parties de l'Inde, il y a des filles qui décident de se faire une hystérectomie pour pouvoir travailler. Parce que sinon, elles ne peuvent pas travailler dans une mine parce qu'il y a 2 jours de travail ratés. Donc, ils décident de se faire une hystérectomie. La menstruation est un problème économique. La menstruation affecte la dignité, la participation. Donc, j'ai décrit tous les stigmates, l'humiliation, l'isolement. Cela veut dire que la personne est isolée, par exemple, chassée à une cabane menstruelle, et cela cause des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression. Réfléchissez, s'il y a une fille avec un trouble de la coagulation, tous ces problèmes sont euh, exacerbés. Donc, il faut aider ces femmes et ces filles. Et ici, on voit également que dans de nombreuses cultures, les menstruations et les troubles liés à la menstruation sont tabous. Par exemple, depuis l'Inde, un jour, je suis allée au Colorado et j'avais mes règles à ce moment. Donc, je voulais avoir des protections périodiques. Et, on m'a dit non, tu ne dois pas parler à un homme de tes règles. Donc, et donc, du coup, j'ai dû ruser pour réussir à obtenir des serviettes. Et après, on m'a dit, parce qu'en Inde, en fait, on n'a pas le droit de parler à un homme de ses serviettes. Et donc, et en fait, c'était si simple, il suffisait de demander des serviettes périodiques. Et tout pourrait être si simple, en fait, si on n'avait pas ces tabous, cette gêne, cette honte qui entoure un sujet aussi naturel. Et par ailleurs, de nombreuses femmes ont des préférences, justement, on retrouve ce qu'on disait tout de suite. Donc, plusieurs femmes exigent d'avoir un médecin femme pour s'occuper d'elles. Par ailleurs, il y a des remèdes traditionnels, les coups pour les menstruations, l'acupuncture, toutes ces méthodes traditionnelles qui sont réservées aux femmes ayant leurs règles et qui sont également entourées de nombreux tabous et de nombreux obstacles. Alors, comment justement, face à ces fortes préconditionnements, comment traiter avec les aspects sociaux et médicaux en même temps des troubles de la coagulation pour préparer les femmes et leurs familles dans les pays en développement? Eh bien, dans mes pratiques, j'ai vu des pères
qui testaient leur fils, mais pas leur fille. C'est-à-dire que l'hémophilie et les troubles de la coagulation sont toujours associés aux garçons, d'une part, mais également, il y a une telle honte, un tel silence qui doit entourer les problèmes de coagulation de la fille que les parents n'osent ou refusent de tester leur fille pour que ne pas sorte à la lumière l'éventuelle maladie de leur fille. Et donc, voyons cela de plus près, justement, dans de nombreux pays, les règles sont, et la période des règles est considérée comme une période impure. Les femmes qui ont leurs règles sont parfois interdites d'entrer dans certains temples, dans certains lieux sacrés. C'est ce qui s'est passé en Inde, par exemple. Les femmes se voient interdire l'entrée du temple Sabarimala et elles ont cherché à aller contre cette décision. Elles se sont adressées à la Cour suprême de l'Inde, mais qui a confirmé cette décision. Et par ailleurs, on observe parfois la situation tout à fait inverse, ce qui entretient encore une fois cette confusion. C'est-à-dire que dans certains endroits, les femmes, au contraire, sont vénérées. Les femmes qui ont leur règles sont vénérées parce que l'on considère cela comme justement un symbole de la fécondité, du pouvoir de reproduction. Alors, ici, parlons d'un phénomène beaucoup plus dramatique, le fait que les femmes qui ont leurs règles sont exilées avec toutes les conséquences désastreuses que cela peut avoir. Certaines femmes, en effet, dans certaines régions comme au Népal, sont exilées dans des huttes éloignées lorsqu'elles ont leurs règles, avec des drames parfois qui se produisent comme des morsures de serpents. Alors, on a eu une fois en 2010 une petite fille de 11 ans qui est morte de diarrhée, de déshydratation, une autre qui est morte donc mordue par un serpent, etc. Encore une fois, à l'autre extrême, on a des fêtes et des pratiques liées à l'apparition des menstruations. Donc, pour célébrer la ménarque, ou alors des fêtes au moment de la puberté. Et donc, une célébration exactement à l'opposé de l'arrivée de ces règles, donc le passage en quelque sorte au statut de femme de la petite fille. Et pourtant, on connaît encore, malgré ce contexte, des situations complètement inverses où les femmes qui ont leurs règles, et ça m'est arrivé, moi, un jour, quand ma mère avait mes règles, on m'avait interdit d'aller la voir et de la toucher. Donc, les deux situations complètement opposées coexistent, qui entretient encore et toujours cette confusion autour de ce phénomène. Alors, ces pratiques culturelles, justement, peuvent affecter considérablement la grossesse. 800 femmes meurent tous les jours, selon l'OMS, de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. En 2017, 295 000 femmes sont décédées à la suite de la naissance de leur enfant. Alors, principalement dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Mais si ces femmes ont un trouble de la coagulation, il convient absolument de les diagnostiquer pour lutter justement contre ce fléau, pour lutter contre toutes ces morts qui pourraient être évitées. Alors, passons en revue maintenant les rituels liés au postpartum et à l'accouchement. Les saignements dans certaines zones, comme au Pakistan, est signifié, est considéré comme quelque chose, une marque de santé. Alors, par contre, ici au Japon, on voit l'expérience de femmes
qui racontaient le traumatisme lié à l'apparition de leurs règles abondantes. Donc, tout dépend encore une fois de la zone du pays où on se trouve. Et passons rapidement ici sur, comme je le disais, la modification du corps et l'art pratiqué sur le corps. Pensez là aussi aux femmes qui souffrent de troubles de la coagulation. Le risque est extrême. Notamment dans le cas des mutilations génitales. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il s'agit de retirer les organes génitaux externes de la femme. C'est pratiqué dans de nombreuses parties du monde. Cela n'a aucun effet pour la santé et cela provoque des saignements très importants. Et surtout, pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation, le risque est bien plus important et mortel. Alors, on voit ici qu'il y a un mouvement qui s'élève et notamment, il est visible dans les réseaux sociaux, il y a des plateformes mondiales qui se mettent en place pour justement essayer de dépasser toutes ces barrières transculturelles. Donc, on y arrive lentement et je crois qu'il faut Bien, nous allons voir donc comment nous pouvons utiliser le registre des troubles de la coagulation pour améliorer ces problèmes importants que nous venons de voir, pour améliorer la collecte des données et l'élaboration d'un diagnostic. Donc, bien souvent, nous nous concentrons sur les phénomènes les plus courants. Les troubles de la coagulation représentent eux-mêmes une minorité dans la population. Comme vous le savez, par ailleurs, parmi cette minorité dans la population, on se concentre également sur les hommes qui concentrent la plupart des cas d'hémophilie. Et nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons nous concentrer sur les minorités parce que cela ne signifie pas, si ces personnes sont minoritaires, qu'elles n'existent pas. Donc, il faut également reconnaître l'existence des femmes atteintes d'hémophilie, des femmes qui ont des symptômes, et pour cela, il faut commencer par les identifier. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment, avec le temps, nous avons réussi à identifier de plus en plus la diversité des patients qui permet ensuite la classification. Donc, maintenant que nous avons identifié les personnes minoritaires, les groupes minoritaires, il convient de mieux les connaître, de mieux comprendre les symptômes pour ensuite améliorer la prise en charge. Alors, c'est ce que l'on a fait dans un premier temps avec les hommes et qu'il convient de faire avec les femmes. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire des
des hommes, de nombreuses recherches ont été menées et puis ces recherches ont été un véritable succès parce que l'on voit, hein, quand on regarde le calendrier, les dernières années, les dernières décennies, on voit que les traitements sont de plus en plus efficaces et que les hommes atteints d'hémophilie ont pu progressivement, lentement mais sûrement, améliorer leur état de santé grâce à l'évolution des traitements. Alors, on voit en 1930, on en était au tout début, hein, des transfusions sanguines et puis on est arrivé progressivement après les années 50 à l'introduction de plasma, des cryoprécipités. Et puis, dans les années 1970, avec la découverte des facteurs de remplacement, petit à petit, les traitements ont évolué et ont permis d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, pour cela, comment procéder justement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a avant tout une collecte des données systématiques qui est absolument essentielle. Les données, c'est un petit peu comme l'eau, hein. Les données sont essentielles, elles doivent être accessibles et elles doivent être propres. Exactement. C'est comme l'eau, encore une fois. Si ces données ne sont pas accessibles, elles ne servent à rien. Il faut que les parties prenantes donc aient accès à ces données, qu'elles aient accès à l'information complète sur les patients. Les parties prenantes doivent connaître exactement combien de patients sont concernés pour pouvoir être en mesure d'offrir les médicaments, par exemple, les médicaments adaptés à l'ensemble de la population touchée. Et donc, troisième élément, les données doivent être propres, sinon, encore une fois, elles ne peuvent pas être utilisées. Ça semble évident. Et justement, nous croyons que ce registre mis en place par la FMH, ce registre des troubles de la coagulation, registre mondial, justement apporte une réponse à ces défis, puisqu'il vise à offrir des données accessibles, fiables, des données qui sont collectées de façon standardisée pour les offrir aux parties prenantes pour leur utilisation. Donc, c'est le seul registre mondial qui offre ce service à l'échelle mondiale. On voit ici l'évolution de ce registre au fil des années. Ce registre a été lancé en 2018. Il concerne désormais 43 pays, 112 centres de traitement de l'hémophilie s'y sont associés et nous sommes heureux d'avoir dans notre base de données les informations de plus de 10 000 personnes atteintes d'hémophilie. Alors, le type de données que nous collectons, eh bien, il y a tout d'abord des données sur la démographie, donc c'est-à-dire la quantité, le nombre de personnes atteintes d'hémophilie. Donc, concernant ces personnes, on note avant tout leur date de naissance, leur sexe, leur pays de résidence. Puis, on note en quoi ces personnes sont affectées. On note quel est l'impact de leur maladie sur leur vie quotidienne, sur leur emploi, sur leur éducation, sur leur statut marital également. Et puis, il y a toute une partie qui s'intéresse au diagnostic, donc la date du diagnostic, le type d'hémophilie, la sévérité, le niveau de facteur, l'historique des événements de saignement, l'historique des traitements également. Et puis, dans un troisième temps, on note toutes les informations cliniques telles que les différents saignements et la qualité de vie, par exemple. Alors, quelle est notre priorité stratégique en tant qu'organisation? Nous souhaitons nous concentrer toujours plus sur les femmes et les filles. Vous voyez que pour le moment, la proportion des femmes est relativement faible, même si elle a augmenté avec le temps. Alors, c'est vrai,
ce n'est pas une surprise. Les femmes, d'une façon générale, sont moins représentées dans toutes les instances des professionnels qui travaillent avec les personnes atteintes d'hémophilie. Mais donc, pour lutter contre cela, nous parlons avec les centres de traitement pour les encourager à sensibiliser les femmes et à mettre en place des initiatives pour diagnostiquer les femmes et les filles et puis ensuite les encourager à s'inscrire dans notre registre. Donc, dans ce cadre également, nous essayons désormais de collecter des données spécifiques aux femmes et aux filles, donc des données sur les menstruations abondantes, des données sur l'hémorragie pendant la grossesse et le postpartum, sur les comorbidités telles que l'endométriose, et puis sur les hospitalisations liées aux problèmes de coagulation. Il y a plusieurs bénéfices de tout cela, dont plusieurs sont des bénéfices pour les femmes. Un registre peut faciliter la recherche dans les problèmes en matière de problèmes des femmes. Les patientes peuvent, par exemple, enregistrer leurs propres informations de saignement lorsqu'elles ont un saignement, des problèmes de traitement. Il y a des questions sur la qualité de vie et elles peuvent voir ces données sur elles-mêmes. Elles peuvent partager ces données avec les médecins pour que les médecins puissent avoir des informations plus informées, des conversations plus informées. Les données des registres peuvent être utilisées pour tout cela. J'aimerais partager avec vous une histoire de un de nos centres de traitement qui se retrouve au Kerala, en Inde. Cette histoire est liée à la récolte des données avec pour but d'améliorer l'identification des troubles. Et la raison pour laquelle je veux partager cette histoire, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose de faisable pour les femmes et les filles. Donc, cela a commencé avec un fonds, un soutien de financement qui a été donné par le programme de soutien pour la recherche pour les femmes atteintes de troubles de la coagulation. L'idée, c'est de atteindre plus de 300 personnes dans l'État du Kerala et lors de l'essai, on a proposé que la maladie était sous-diagnostiquée et seulement 900 patientes étaient enregistrées dans le centre de traitement. Les objectifs ont été identifiés dans la mesure la meilleure possible, la quantité réelle des personnes vivant vivantes avec l'hémophilie au Kerala et de récolter des données plus complètes, plus exactes et aussi de mener des plaidoyers pour améliorer la prise en charge. Euh, Ils ont organisé 8 ateliers de sensibilisation pour l'hémophilie et pour les familles dans différents districts du Kerala. Plus de 600 participants ont assisté aux ateliers, plus de 500 échantillons de sang ont été collectés et 61 nouvelles personnes ont été diagnostiquées et les le WB2R a été utilisé pour récolter et analyser les données. Les résultats de cet effort, de ce chantier, ont été rapportés au gouvernement du Kerala, y compris l'importance de traiter les enfants sous l'âge de 10 ans avec un traitement prophylactique. Et une autre réussite de cette initiative a été qu'ils ont réussi à aider le département de santé à formuler une politique exhaustive pour les soins pour les patients hémophiles. Donc, c'est une histoire de succès que l'on espère de pouvoir répliquer ailleurs et on espère que cette histoire sera une inspiration pour aider l'identification et le diagnostic des femmes et des filles atteintes par les troubles de la coagulation. J'espère de vous avoir convaincu que le WBDR est la base pour la collection des données sur les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. Cela a amélioré l'identification ou les diagnostics, comme l'on a vu dans l'exemple précédent. Et les preuves du monde réel et l'expérience clinique ont montré l'impact et l'échelle des troubles de la coagulation. La recherche est fondamentale et
celle qui va apporter des meilleurs traitements et on a besoin d'avoir des données fiables pour améliorer la gestion clinique des défis affrontés par les femmes. Plaidoyer, plaidoyer, plaidoyer. L'éducation, la sensibilisation, les campagnes sont fondamentales et c'est à travers l'utilisation de données fournies par les registres que l'on peut le faire. Et j'aimerais vous transmettre un message, moins de stigmates, plus d'accès. Merci, Émilie. Merci beaucoup. J'ai bien aimé l'exemple du Kerala. C'est une preuve des résultats que l'on peut obtenir seulement dans une période d'un an. Je voudrais souhaiter la bienvenue à de nos panélistes, Madame Elisabeth Pompure, elle est une gynécologue de la Lettonie, et Anna-Louise Cruikshank. Elles vont discuter de quelques études des cas et l'importance des gynécologues, des obstétriciens, des infirmières, des sages-femmes dans la prise en charge des femmes et filles atteintes de troubles de la coagulation. C'est un honneur pour moi d'être ici quand j'ai été invitée pour parler sur mon rôle en tant que gynécologue et obstétricienne. Je pense toujours que je dois inspirer mes collègues à travers mes propres exemples. Dans la diapo suivante, je voudrais vous montrer la situation la plus fréquente que j'ai retrouvée dans ma pratique lorsque je travaillais dans la salle d'urgence. Et les situations, ce que l'on voit le plus fréquemment, ce sont les épisodes de saignements récurrents et c'est pour cela que les femmes vont à la salle d'urgence. Il peut s'agir de saignements menstruels sévères, aussi des saignements dans la cavité abdominale après l'ovulation. Comme on peut voir dans l'image, il y a un cycle de l'ovaire, un cycle ovarien. Lorsque l'ovule dans l'ovulation est libéré, il peut faire éclater la capsule de l'ovaire mais dans ce cas-là, on peut voir un vaisseau sanguin qui éclate. C'est une situation tout à fait normale, mais s'il y a des problèmes avec, par exemple, une déficience de facteurs ou un problème d'hémostase, ces saignements peut devenir très sérieux et on peut avoir beaucoup de sang dans la cavité abdominale. C'est une situation qui peut se présenter une fois dans la vie, mais c'est une situation qui peut se répéter plusieurs fois dans la vie et c'est ça qui devient très sérieux. C'est pour cela que l'on fait un aiguillage vers l'hématologue. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut avoir une cavité, un enseignement dans la cavité abdominale, par exemple le traumatisme, aussi la tonie utérine. On peut utiliser des médicaments pour pour tonifier l'utérus et on peut avoir un saignement dans les tissus et aussi le saignement du placenta. Dans un 1%, on peut avoir de la thrombophilie ou un problème hémostatique. Maintenant, si je ne vois pas ces trois causes les plus fréquentes, je fais en sorte que les patientes vont à chez l'hématologue. Donc, je pense que c'est une bonne pratique de faire une visite à l'hématologue. On passe à la suivante. Oui, il y a une image d'une de mes patientes et voilà la situation que je vous ai montrée avec le verre. Et il y avait un saignement dans le site de l'ovulation et le chirurgien a décidé de faire une laparoscopie pour éviter davantage de saignements. Après 2 heures, on a vu ces pansements dans le corps umbilical avec beaucoup de sang. Et ce que l'on avait pensé en premier a été que la suture n'avait pas été bonne. En général, il n'y a pas de sang. On peut fermer la blessure avec une suture très simple et il n'y a pas de sang. Donc, j'ai fait un aiguillage
pour cette patiente et on a trouvé qu'elle avait de l'hémophilie B. Elle était atteinte de l'hémophilie B. Ma collègue Anne-Louise de l'Afrique du Sud va continuer avec ses histoires, avec sa présentation. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas allumer ma vidéo. Je ne sais pas si c'est possible de la part du personnel technique. Je voudrais partager avec vous ce que je travaille avec un centre de traitement de l'hémophilie. Je suis responsable des femmes et des hommes avec des troubles de la coagulation et je le gère tous les deux dans les centres des soins exhaustifs et je reçois des aiguillages. Mais ce que l'on fait avec les patients, en général, c'est que l'on se base sur les histoires, sur les antécédents familiaux. Je vais parler de deux cas que j'ai eu par les passés. Donc, le premier cas est celui d'une femme de 51 ans. Elle a 51 ans et elle n'avait pas des antécédents de saignement dans sa famille. Elle avait un fils qui est né en 2001 dans une clinique privée. Elle allait bien, le bébé allait bien et le bébé avait quelques problèmes de saignement et quelques bleus, mais elle n'avait pas été envoyée chez les pédiatricien ou l'hématologue. Mais lorsque elle avait accouché son deuxième enfant, le gynécologue et l'obstétricien dit c'est une situation un peu difficile pour vous parce que vous n'avez pas bien guéri après la césarienne. Et elle, puis, elle a dit qu'elle saignait assez fréquemment. Donc, elle a été envoyée chez l'hématologue et donc, le fils a été diagnostiqué avec une hémophilie sévère à l'âge de 7 mois et la femme a été diagnostiquée comme porteuse symptomatique. Maintenant, elle a un fils et une fille, mais elle est symptomatique maintenant et elle a besoin de concentrer des facteurs de coagulation pour toutes ces chirurgies et elle est bien gérée maintenant, elle est bien prise en charge. Donc, tout le monde connaît sa situation maintenant. C'est quelque chose qui s'est passé à la communauté, au sein de la communauté, et elle a été envoyée chez nous lorsqu'elle avait son fils. Et la suivante. Voilà, une femme avec la maladie de Wilbrand, elle a été diagnostiquée avec, comme une patiente avec une Wilbrand modérée. Et les tests de laboratoire n'étaient pas tellement exacts par les passés comme ils le sont maintenant. Donc, euh, et il y avait d'autres tests qui n'avaient pas été réalisés. Il a été envoyé à notre centre et nous avons noté qu'il avait beaucoup de saignements et une farine. Et à un niveau très bas de fer dans le sang. Donc, on l'a retesté, on a retrouvé qu'elle avait une maladie de Wilbrand sévère en 2012 dû au niveau de fer très bas et les saignements articulaires. Elle a commencé à recevoir un traitement prophylactique lorsqu'elle avait 33 ans et aussi on lui a inséré un Mirena, un dispositif intra-utérin et sa qualité de vie s'est beaucoup améliorée avec presque rien de saignement. Et récemment, elle est tombée lorsque elle prenait un bain et elle a reçu un concentré de facteurs, elle avait quelques bleus et elle a reçu donc une dose de facteur de coagulation et elle s'est bien remise parce qu'elle était bien consciente de ce qui s'est passé avec elle. Et donc, c'est très important d'avoir une bonne relation avec la patiente. Il faut faire en sorte que la patiente nous contacte pour savoir comment les aider et pour maintenir ce lien à travers le temps. Donc, voilà mes deux cas. Merci. Merci à
toutes les deux. Donc, nous allons demander à nos panélistes, à nos orateurs de allumer vos caméras. Pour les personnes qui sont dans le public, j'ai vu qu'il y a déjà 6 questions. Donc, on va se concentrer sur les questions du public en premier lieu. Donc, j'ai d'autres questions, mais on va donner la priorité au public. Donc, nous avons une autre diapo. Donc, est-ce que c'est possible pour nous de voir absolument tout le monde? Un écran, oui, avec l'écran allumé. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes et merci à toutes les oratrices de vos présentations. J'ai une liste des questions à vous poser. La première question que j'aimerais poser, c'est durant la présentation de la docteur Lara et nous avons nos panélistes. Est-ce que la charte ou les graphiques d'évaluation mensuelle, est-ce que c'est approprié pour évaluer le niveau de mensuration? Euh, la docteure Pompure, la docteure Kulkarni. Oui, la réponse est oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Euh, D'accord. Donc, le PBAC ou le Pictorial Blood Assessment Chart, c'est un graphique et une image pour la menstruation. C'est quelque chose que l'on fait dans notre analyse, dans nos pratiques de routine dans notre centre. Lorsque l'on a publié le C du CDC sur l'utilisation de l'acide tranexamique chez les femmes et les filles, nous Peliquidi était la première autrice de l'article. Nous avons démontré que le score payback, il y a un score et il faut avoir une certaine quantité de points. On a démontré que le payback diminuait lorsque l'on utilisait l'acide tranexamique si on le compare avec des LVP. Donc, c'était un essai de crossover. Euh, euh, la seule chose que nous n'avons pas fait de manière régulière, c'est qu'à travers le temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le traitement est efficace? On espérerait que le traitement soit efficace et nous devons réaliser un essai, l'impact des études de différents traitements sur le payback à travers le temps. Une autre question, je suis tout à fait d'accord avec cette question. C'est quelque chose qui se présente s'il y a des médecins qui ne sont pas habitués à traiter des femmes et des filles avec des troubles de la coagulation. Pourquoi est-ce qu'il faut suivre des cas où il y a de niveaux de facteurs qui vont bien? Par exemple, nous avons vu un cas d'une femme qui avait un niveau de facteur de 43% et quand même, elle saignait. Donc, il y a des médecins qui peuvent ignorer tout cela, ils peuvent laisser tout cela de côté. Donc, comment est-ce qu'on mène des plaidoyers pour aller au-delà du pourcentage dans ces cas-là? C'est un fait très bien connu que les porteuses d'hémophilie saignent au niveau extrêmement plus haut de facteur 8 ou facteur 9 si on le compare avec des personnes normales. C'est pour cela que nous menons des plaidoyers auprès de la société d'hémostase pour que les femmes soient reconnues comme porteuses symptomatiques. Elles sont symptomatiques. Je pense que maintenant, on s'intéresse à une question qui s'appelle BIDOX, saignement sans cause connue. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans les saignements, y compris les plaquettes. C'est très difficile d'étudier les plaquettes, surtout dans les zones les plus éloignées, et c'est une cause très importante du saignement, les plaquettes. Il y a beaucoup de recherches qui se focalisent sur cela. L'utérus en soi-même est différent en matière de saignement
saignement. Il y a des femmes qui saignent, il y a des femmes qui ne saignent pas. En matière de la maladie de Willebrand, il y a de nouveaux facteurs qui augmentent avec l'âge. Les données récentes montrent que cela peut se passer aussi chez les porteuses d'hémophilie. Et il y a une collègue à moi qui a écrit un abstrait, un résumé sur les antécédents des porteuses, mais je pense que cela mérite plusieurs essais, plusieurs études. Euh, il faut absolument le faire sans délai. Nous devons comprendre tout cela pour aider ces femmes. Et une des collègues a signalé cela dans la présentation. Une des 4 R a été la recherche. Émilie, voilà une question pour vous. Le registre, est-ce que cela permet la registration ou le registre de toutes les catégories des femmes atteintes d'hémophilie voilà, et d'autres troubles de la coagulation? C'était selon la publication ISTH de 2021. Oui, cette association a adopté cette définition, une bref définition. Donc, les porteuses d'hémophilie sont catégorisées selon si ont des niveaux inférieurs à 40%. Elles sont catégorisées comme avec une hémophilie légère, modérée ou sévère. Mais si elles ont une valeur supérieure à 40%, elles sont considérées comme porteuses. Et il y a deux groupes, symptomatiques ou asymptomatiques. Pour toutes les femmes qui se rapprochent de l'ISTH, on suppose qu'elles ont des symptômes et même si elles n'ont pas de symptômes, toutes ces femmes peuvent être enregistrées dans le WBDR. On les considère comme des patientes atteintes d'hémophilie. Nous ne voulons pas avoir cette ségrégation des patientes. On les appelle de la même manière que l'on utiliserait pour un homme qui a une hémophilie légère, modérée ou sévère. Maintenant, nous n'avons pas de catégorie pour une porteuse asymptomatique. Nous pouvons en discuter davantage, mais c'est quelque chose que l'on peut discuter dans l'avenir. Bien, donc que peut-on faire pour encourager la recherche, notamment sur les femmes? On leur dit bien souvent qu'elles n'ont pas de saignement des articulations, mais on le voit dans des études. On a trouvé dans une étude qui a été présentée que 29% des femmes ont rapporté des troubles de la coagulation. Donc, et on avait également une catégorisation des femmes par l'âge. Comment peut-on mieux préciser les troubles par l'âge? Alors, je peux répondre à cette question. Donc, j'ai vu des femmes, je vous assure, elles souffrent d'arthropathie. Elles ont des micro-saignements, des problèmes des maux de facteurs trop bas. Est-ce que l'administration de facteurs ou des thérapies utilisées pour les hommes, est-ce que cela est efficace pour les femmes? Il faut l'étudier, effectivement. Il faut que les entreprises et les personnes qui font des essais et des examens, des sondages puissent les étudier, puissent faire une évaluation tout au long de la vie des femmes de l'état de leurs articulations et puis observer l'efficacité des thérapies communément utilisées sur leurs symptômes. En fait, il faut profiter justement du fait que depuis des années, on traite les hommes, on analyse, on suit, on fait des essais cliniques sur les hommes. Il faut tirer profit de ces connaissances pour mieux traiter et accélérer la prise en charge des femmes. Alors, Émilie, j'ai une question pour vous. Je crois que vous avez une perspective différente. Comment peut-on encourager et motiver les médecins et les autres professionnels de santé
qui ne sont pas vraiment conscients des troubles de la coagulation et qui croient fermement que les menstruations abondantes sont normales. Comment peut-on les encourager à diriger leurs patientes vers des hématologues, notamment donc pour les femmes avec des fortes menstruations? Qu'en pensez-vous? Pour Elisabeth, au micro. Je crois que c'est la responsabilité du médecin. Il faut souligner que nous sommes les défenseurs de la santé des femmes, mais c'est la responsabilité du médecin. Nous pouvons montrer des données, montrer des histoires de vie. Montrer encore et toujours la souffrance des femmes, et on en a entendu beaucoup aujourd'hui dans ce webinaire. Je crois que cela encouragerait de faire connaître ces histoires individuelles, encouragerait les médecins à prendre ce problème plus au sérieux, si je puis dire. Et puis, les encourager à, dès le moindre soupçon, vous n'avez pas besoin, les médecins n'ont pas besoin de tout connaître, les principes en long et en large de l'hémophilie, ne doivent pas se substituer à un hématologue, mais si des signes comme généraux, c'est-à-dire les contusions, les saignements du nez plus importants, faire attention, détecter ces signes et conseiller les femmes et les encourager à aller consulter un hématologue. Et en fait, je crois que c'est un travail de toute la société. Et parce que plus le problème est connu, plus les femmes pourront lire elles-mêmes leurs propres symptômes également. Oui, Anne-Louise, au micro. Je crois que c'est très important, effectivement, que l'ensemble des personnes soient sensibilisées. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle à une femme, justement, on demande immédiatement, et qu'en est-il de vos sœurs, de votre mère, de votre fille? C'est important de sensibiliser, d'avertir l'ensemble des femmes de l'entourage d'une femme qui arrive au centre de traitement pour établir un diagnostic rapide, sensibiliser rapidement. Et je crois que les tests génétiques qui sont à notre portée aujourd'hui permettent de détecter rapidement des porteuses. Et justement, également, tous ces webinaires en ligne, ces formations qui sont dispensées aux infirmiers, aux sages-femmes, tout cela participe d'une même initiative qui est de la sensibilisation, faire connaître ce sujet pour que ces différentes, pour que tout cela agisse en synergie. Alors, est-ce il y a des préoccupations autour de l'endométriose avec qui présentent des symptômes semblables? Est-ce que c'est censé, pour nous, en tant qu'organisation de troubles de la coagulation, d'entrer en communication, en lien avec les autres associations, par exemple les associations d'endométriose? Oui, je crois que cela sera toujours favorable dans le sens, en fait, d'une normalisation des menstruations, parce que nous sommes encore un petit peu timides dans la matière, nous ne voulons pas trop en parler encore de ces choses. Bon, c'est normal de souffrir, c'est normal de saigner, ce sont des idées qui sont largement répandues encore. On évite d'en parler avec nos prestataires de santé. Donc, je crois que effectivement, tous les échanges sont bons. Les échanges avec d'autres associations qui traitent de sujets connexes, ça permettrait de libérer la parole. Parce que je crois que la parole est plus libérée au sein d'une organisation. Ça rend le sujet plus officiel et plus accepté généralement. Et par ailleurs,
coopération permet d'avancer plus rapidement, de faire progresser les travaux dans tous les domaines. Donc, je crois que c'est toujours bon, oui, effectivement. Alors, je pense effectivement que nous ne faisons pas appel suffisamment aux hommes. Nous ne faisons pas assez appel aux hommes pour participer à ces débats. Je crois que nous devrions parler à l'ensemble des membres de la communauté et ne pas réserver ces conversations aux femmes. Je crois que les hommes peuvent être également des défenseurs et des vecteurs de la libération de la parole, de la diffusion de ces connaissances. Je crois qu'il nous faut veiller à les inclure dans nos différentes initiatives. Et moi, cela fait 10 ans que je me suis engagée dans cette cause. Je distribue des protections périodiques dans les écoles. Et je présente les tampons, par exemple, dans les écoles, et je m'aperçois que beaucoup ne connaissent pas le mécanisme. Hein. Ils sont surpris de voir comment fonctionne un tampon. Et je crois que c'est important de sensibiliser les garçons aussi à ces choses-là, parce que peut-être que ces garçons seront en couple avec une femme qui a des règles abondantes, ou alors peut-être que des femmes auront des filles qui souffriront de règles abondantes. Donc, c'est important cette sensibilisation à tous les âges, de tous les sexes. J'en profite justement pour préciser que nous allons avoir prochainement une séance plénière sur les femmes et la douleur avec le président de l'Association internationale sur l'endométriose et pour traiter justement ces questions. Et nous essayons justement, c'était l'objet de votre question, de jeter des ponts entre nos différentes associations pour diffuser encore et toujours ces connaissances. Bien, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Sachez que nous allons prendre en compte les questions qui ont été posées et qui n'ont pas été répondues. Et puis, nous essaierons d'y répondre. Il y avait d'autres questions sur les traitements, notamment. Et on a demandé, je vois quelqu'un demande ici si les femmes ont accès aux thérapies de facteurs. Oui, tout à fait. Bon, je voulais juste le dire rapidement. Sachez que ce webinaire est enregistré, il sera diffusé sur les sites web. Merci à vous tous pour votre participation. Et sachez que ces webinaires sont gratuits. Si vous voulez faire une contribution, vous êtes les bienvenus pour soutenir notre action. Vous pouvez faire un don pour soutenir notre association. Merci infiniment à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochaine séance. Bonne journée, bonne fin de journée, de soirée à vous tous. À très bientôt. Merci beaucoup.